Nous sommes en mars 1610, en Hongrie, dans le château de Kastitse, près de Trenčín. En France, Henri IV n'a plus que 2 mois à vivre, mais ce n'est pas le propos. 2 huissiers, accompagnés d'hommes d'armes, demandent à voir la maîtresse des lieux, Élisabeth Báthory, la comtesse Báthory, l'une des femmes les plus puissantes de Hongrie. Élisabeth les reçoit dans sa grande salle à manger. Un feu de cheminée intense dégage une douce chaleur en cette fin d'hiver transylvanien. C'est une bonne femme, de 50 ans environ, mais qui en paraît 25, 30, tout au plus. L'un des huissiers annonce alors, d'une voix forte et impersonnelle, « Madame la comtesse, au nom du grand palatin Gheorghi Turzo et de Sa Majesté l'empereur Mathias, vous êtes avisé qu'il vous est désormais interdit de sortir de ce château pour quelque raison que ce soit. » Élisabeth encaisse ce coup sans broncher, mais celui-ci est rude, très rude. « Suis-je arrêté ? De quoi m'accuse-t-on » lâche-t-elle enfin. Ce qu'elle va entendre la remplit d'horreur. « Nous allons procéder ce jour à la fouille de ce château, par ordre du grand palatin. » Il marque un temps, puis lâche. « Vous êtes accusé de torture et de meurtre d'une centaine de personnes. » Elle ouvre de grands yeux. « Moi ? Nous sommes ici pour relever les preuves de votre culpabilité. Toute résistance sera dûment reportée au grand palatin. » Ainsi commence la légende de la comtesse sanglante. Élisabeth Báthory, Erzsébet Báthory en hongrois ou Alzbeta Báthorjová en slovaque, est née dans une propriété familiale en Hongrie le 7 août 1560. Elle passe son temps au château d'Exed, à la frontière actuelle entre la Hongrie et la Roumanie. Elle est née dans une famille puissante. Son père est György Báthory, et c'est l'un des frères d'André Báthory, gouverneur de Transylvanie, pour le comte des Habsbourg. Et par sa mère, elle est la nièce d'Étienne Báthory, prince de Transylvanie, qui deviendra roi de Pologne. Alors qu'elle atteint l'âge de 11 ans, un mariage est conclu avec Ferenc Nadasdy, qui a 5 ans de plus qu'elle. Elle part vivre auprès de sa future belle-mère, Orsolia, laquelle la prépare à son devoir d'épouse et de mère. On a assez peu de témoignages sur cette époque, mais on croit savoir que c'était une enfant studieuse, attentive, quoique assez indépendante. Il semblerait qu'elle aurait eu, alors qu'elle avait juste 15 ans, une aventure avec un paysan de la région et qu'elle aurait donné naissance à un enfant mort-né, mais rien n'est prouvé. En 1575, à l'âge de 15 ans donc, elle se marie avec Nadasdy et celui-ci lui offre, en guise de cadeau de mariage, le château de Kastitse, situé dans les Carpates, près de Trenčín, entouré d'un village et de champs. Elle forme avec Ferenc un couple sans histoire, probablement sans amour, mais ils paraissent se vouer une estime réciproque. En 1578, Nadasdy est devenu commandant en chef des troupes hongroises et il mène à ce titre la guerre contre l'Empire ottoman. Et comme la plupart des guerriers de son temps, c'est un homme courageux, un peu brutal, voire cruel. Et pendant les absences de son mari, Élisabeth gère leurs affaires et les terres du puissant comte. Pendant les 10 premières années de leur mariage, Élisabeth n'a pas d'enfant. En 1585, une fille, Anna, naît, puis une autre fille, Orsolia, et un fils, Andrei, mais tous les deux vont mourir en bas âge. Et enfin, Élisabeth donnera naissance encore à Katharina et à Pál. Ce dernier étant né en 1598, elle a donc 38 ans. Durant cette longue guerre contre les Ottomans, une guerre qui dure 13 ans, elle est chargée des défenses de des propriétés de son mari.
La menace est sérieuse. Le village de Kastitse a été pillé par les Turcs en 1599 et Sarvar, une autre propriété du couple, qui est située à la frontière qui sépare les deux Hongries, la Hongrie royale et la Hongrie ottomane, est encore en plus grand danger encore. Élisabeth est une femme cultivée. Elle sait lire et écrire en magyar, allemand, slovaque, roumain, grec et latin. Et d'après les lettres qu'elle a laissées, on connaît plusieurs cas où elle est intervenue en faveur des nécessiteux, notamment une femme dont le mari avait été capturé par les Turcs, ainsi qu'une autre dont la fille aurait été violée et mise enceinte. Mais pendant les longues absences du comte, certaines sources font état d'une liaison, voire plusieurs qu'elle aurait eues, dont une avec Georgi Tourso, un vague cousin, pressenti pour devenir le Grand Palatin. Le Grand Palatin. Qu'est-ce que le Grand Palatin? C'était un titre à venir, il n'avait pas encore été créé, un titre à venir qui était une sorte qui correspondait au titre de vice-roi. Et il représentait à ce titre, il était la plus haute autorité, sous directement l'empereur du Saint-Empire romain, et il ne répondait qu'au Saint-Empereur romain. Mais revenons à Élisabeth. Son mari meurt en 1604, à l'âge de 47 ans, et son décès pourrait être lié à une blessure reçue au combat, mais selon d'autres sources, il aurait été assassiné par une prostituée, voire par un général rival au service des Habsbourg. Élisabeth est donc veuve à l'âge de 42 ans. Elle est belle, riche, puissante, auréolée d'une réputation sans tache. Sans tache, c'est à voir. À la même époque, le pasteur luthérien István Magyari arrive à Vienne, à la cour impériale, et commence à dénoncer publiquement les horreurs, des atrocités qui auraient été commises par Élisabeth Báthory. On a du mal à y croire. Cet homme ne peut être qu'un illuminé. Pourtant, il insiste. Et il insiste encore. Les autorités réagissent mollement, voire pas du tout. Finalement, les détails sont vagues, plutôt horribles, mais István se fait insistant. Et il répète ses accusations pendant 8 ans. 8 ans. De Gardas, en 1610, l'empereur Matthias Ier du Saint-Empire charge Georgi Tourso, devenu palatin de Hongrie, de l'enquête. Nous l'avons vu, Georgi connaît Élisabeth. Le prestige de la comtesse ainsi que ses nombreuses possessions, maintenant qu'elle est veuve, en font un parti de choix. Il a été son amant. Et selon certains témoignages, il continuerait à la courtiser, mais il a été éconduit. Et plusieurs fois. En mars 1610, le grand palatin Tourso demande à 2 notaires de rassembler des preuves. Et avant même d'avoir obtenu quelques résultats que ce soit, il convoque le fils d'Élisabeth, Pâle, et ses 2 beaux-fils. Le fils d'Élisabeth a 12 ans. Il leur explique que le procès et une exécution pourraient causer un scandale public immense et jeterait la disgrâce sur toute la famille. Une famille influente. La fortune d'Élisabeth, qui est considérable, pourrait être saisie par la couronne. Tourso fait comprendre qu'il pourrait se résoudre à contre-cœur à assigner la comtesse à résidence. Alors, pourquoi ces négociations? Ce détail est important, parce que ces négociations ont lieu avant même que des témoignages aient été réunis. On a presque l'impression qu'on sait déjà, que Tourso sait déjà que la comtesse va être condamnée. En 1610, nous l'avons vu, Élisabeth est donc contrainte à rester dans son château, enfermée.
sur la foi de rumeurs propagées par un prêcheur religieux et alors que débute une enquête menée par un courtisan et conduit. Une enquête qui commence réellement à ce moment-là, alors que l'ordre de l'assigner à résidence est à promulguer. Voilà qui est curieux. Très curieux. Pendant un an, de 1610 à 1611, on commence à collecter des témoignages. Beaucoup de témoignages. 300 exactement. Et en fait, en guise de témoignage, la plupart sont obtenus sous la menace, la torture ou le chantage. Les rapports du procès à venir font état aussi de témoignages de 4 accusés, ainsi que ceux de 13 autres témoins qui ont déposé durant cette enquête, et des témoignages du reste du personnel du château de Salvar. On y décrit des tortures inouïes, mises en évidence durant le procès, mais la plupart du temps, tout est basé sur des oui-dire. Parmi les atrocités, on décrit en vrac des brûlures, des mutilations des mains, parfois aussi sur le visage ou les parties génitales, des expositions à un froid intense, jusqu'à ce que mort s'en suive, une mise à mort par la faim, des morsures atteignant des parties de peau du visage, du bras, des corps, ou alors des passages à tabac entraînant la mort. On parle aussi d'aiguilles, mais elles sont juste mentionnées. Certains témoins mentionnent aussi des proches qui seraient morts au château. D'autres rapportent des traces de torture sur des cadavres. Et certains auraient été enterrés dans le cimetière, d'autres dans des lieux divers. En fait, tout est très vague. Rien n'est précis, aucune preuve tangible n'est réunie. Et pourtant, tout va se tourner autour de ces témoignages et le procès va s'ouvrir à partir de ces témoignages. Selon les déclarations des accusés, Élisabeth aurait torturé elle-même et tué ses victimes non seulement au château de Kashitse, mais également dans d'autres propriétés. La plupart de ces victimes sont des jeunes femmes, des paysannes. Pour mieux les recruter, la comtesse aurait créé une école de maintien. Elle se proposait de leur apprendre à se tenir en société, à cuisiner, à converser, bref, à devenir des femmes parfaites. Et tout ça gratuitement. Et elle aurait remporté un franc succès. Des candidatures affluent. En fait, le nombre total des jeunes femmes torturées et tuées par Báthory, selon l'accusation, reste totalement inconnu. On en mentionne bien une centaine dans une période allant de 1585 à 1610, donc pendant le mariage et la vie du comte. Mais les estimations diffèrent de beaucoup. Deux des complices présumés parlent de 36 ou 37 durant leur période de service. D'autres accusés vont parler d'une cinquantaine. Le personnel du château lui-même parle qu'il a évalué le nombre des corps retirés du château à une centaine, peut-être 200. Et pourquoi pas 300 ? Au tribunal, un témoin va même aller jusqu'à parler d'un carnet. Un carnet où il y a 650 noms, consignés par Élisabeth elle-même. En fait, ce fameux carnet, il n'en sera jamais question autrement que pendant le procès, au tribunal. Il n'apparaît ni dans les minutes des enquêtes, ni dans les minutes après. On n'en parle pas d'autre ailleurs. Il n'a jamais été découvert, évidemment. Cependant, ce nombre de 650 va s'imprimer dans la légende qui commence déjà à entourer le cas d'Élisabeth Báthory. Et ces chiffres sont rendus publics, c'est bien le drame. Tourtseau
finit par se rendre au château de Kachice le 29 septembre 1610. Et il fait officiellement arrêter Elisabeth Báthory ainsi que 4 de ses serviteurs, qu'on va appeler désormais ses complices. On dit que les hommes de Tourteau, le jour de l'arrestation, auraient trouvé le corps d'une fille morte et celle d'une mourante, et une autre femme aurait été trouvée blessée, d'autres enfermées dans les prisons. Elle a été assignée à résidence en mars de la même année. Nous sommes en septembre. La comtesse donc est assignée à résidence. En fait, elle va rester dans une seule pièce, littéralement, sa chambre, qui devient sa prison. Et elle le restera jusqu'à sa mort. Ses complices sont officiellement poursuivis et le procès, qui est préparé à la hâte, se tient en janvier 1611, 4 mois plus tard. Il est présidé par le juge de la Cour royale suprême et 20 autres juges associés. Mais Élisabeth elle-même ne va pas comparaître au procès. Très étonnant. Le principal, enfin la principale, accusée d'une série de meurtres, soi-disant tout à fait authentifiés, suffisamment authentifiés pour qu'on ouvre un procès, dont on s'est assuré la présence, n'apparaît pas à son propre procès. Les accusés qui vont, eux, comparaître sont une servante, Dorothea Zentes, qu'on va surnommer Dolko, Ilona Jo, Katalin Benichka et un nain, János Ujvari, surnommé Fixco. Le procès est bâclé en quelques jours. Dorko, Ilona et le nain sont reconnus coupables et exécutés. Dorko et Ilona ont les doigts arrachés avant d'être jetés au feu, tandis que Fixco, dont la culpabilité jugée moindre, en raison de son jeune âge, est décapité, puis jeté aux flammes. Un échafaud public est érigé près du château pour montrer que justice a été rendue. Katalin, la quatrième, est condamnée à une sentence de prison à vie. On considère en effet qu'elle a agi sous la contrainte et l'intimidation. Alors Élisabeth là-dedans, vous demandez-vous, comment réagit-elle? Comment se défend-elle? Elle ne se défend pas, on ne lui permet pas. Elle n'apparaîtra pas une seule fois durant tout le procès et celui de ses complices. Pourquoi? Officiellement, c'est pour la préserver. Pour éviter de... mais pour éviter quoi au juste? Car les rumeurs, les témoignages, ne se privent pas d'en faire un monstre. L'étalage des horreurs qu'elle aurait perpétrées sont diffusés dans tout le pays, avec une publicité incroyable. Et cette rumeur atteint le peuple et commence à faire place à la légende. On a vu comment les 100 victimes, on était passé à 600, et peut-être même 650, selon le carnet. Mais les bonnes gens, eux, vont aller plus loin. Un exemple au hasard. Ne dit-on pas qu'elle aimait s'habiller de rouge? Ce qui est vrai, apparemment. Qu'elle était rousse, ce qui était toujours vrai. Qu'elle avait 50 ans, mais en parancée 15 de moins? Probablement vrai. Et du coup, tout devient lumineux pour le peuple. Toutes ces morts, tout ce sang versé, pour sûr que la comtesse a passé un pacte avec le diable. Elle prend des bains de sang pour garder éternellement sa jeunesse. L'accusation des bains de sang, elle est absente au procès-verbaux et il ne sera jamais fait état. En fait, cette légende prend corps dans le peuple, s'amplifie et va faire un avec la vérité historique. Telle enseigne que des prétendus historiens ou écrivains se penchant sur le cas des vampires vont se saisir de cette légende pour en faire en quelque sorte la base de la légende sur les vampires. N'oublions pas qu'à la même époque, il y a aussi la légende du comte Vlad Dracul en Roumanie, l'empaleur, qui deviendra Dracula.
Vlad Dracul qui a vraiment existé. De là à dire que c'était un vampire. Ce qui est certain, c'est que de nombreuses fouilles ont été commises et conduites dans ce château et autour du château, et aucun reste humain n'a été découvert, ni aucune trace d'instruments de torture. Et d'ailleurs, à l'époque du procès, ces instruments de torture n'ont jamais été trouvés ni montrés. Alors, quoi? Pourquoi cet acharnement? Pourquoi cette calomnie? Il y a une autre théorie, une théorie qui n'a pas trouvé écho, qu'on entend très peu. Il se trouve que son cousin, Gabriel Báthory, est entré dans une sorte de rébellion contre l'empereur Mathias. Et il veut se tailler un royaume indépendant en Transylvanie. Une manœuvre contre laquelle s'oppose le grand palatin, György Thurzó. Une manœuvre que Élisabeth Báthory soutient. On dit même qu'elle commençait à réunir des hommes armés pour aider son cousin, et qu'elle était prête à consacrer sa fortune immense à cette quête. Tout à coup, tout devient lumineux. On comprend mieux la réunion du grand palatin et du fils d'Élisabeth, du fils de 12 ans. Pour éviter qu'elle soit accusée de traîtrise contre l'empereur, parce que soutenir un révolté est une traîtrise, pour éviter que les biens ne soient confisqués au profit de la couronne, le fils doit laisser la mère se faire accuser des pires horreurs. Qui sait même si Élisabeth n'est pas consentante à ça. Toujours est-il que elle ne sera jamais conduite au tribunal. Peut-être avait-on peur qu'à force d'entendre des horreurs qu'elle n'avait pas commises, elle finisse par se rebeller et tout fasse tomber par terre les pièces du Pulse. Élisabeth est assignée résidence, on l'a dit, dans une seule pièce de son château et va mourir quelques années plus tard, 3 ans plus tard. On dit qu'entre le moment où du procès en 1611 et en 1614, date de la mort d'Élisabeth, l'empereur Mathias a été tenté de la traîner en justice à nouveau pour la faire condamner, elle. Mais Thurzó traîne les pieds. Et les lettres qu'il échange avec l'empereur montrent qu'il n'est pas vraiment enclin à cette idée. Pourquoi? Si tout cela était vrai, Thurzó ne pouvait que produire les preuves, faire accuser et condamner la comtesse elle-même. Or, pas une seule fois, il le fera et il va purement simplement convaincre l'empereur que ce n'est pas opportun. Avait-il peur que des enquêteurs indépendants découvrent que tout cela c'était que du vent? En mourant en 1614, Élisabeth, en quelque sorte, arrête toute la procédure. Elle est morte à 54 ans, qui n'est pas excessivement vieux. Peut-être est-elle morte même en se suicidant, peu importe. À partir du moment où elle meurt, elle quitte l'histoire, elle rentre dans la légende. Et à partir de cet instant, elle devient la plus célèbre criminelle de l'histoire de la Hongrie et de la Slovaquie. Elle va devenir ainsi la comtesse sanglante.